Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis venu de la ville de Nagoya au Japon. Je suis Tomoaki Uno. Et avant de commencer mon intervention, je voudrais vous montrer mon cahier de dessin. Je n'ai apporté que 3 cahiers. Et j'ai aussi un carnet que je suis encore en train d'utiliser, que je n'ai pas complètement terminé. Et en regardant mon carnet de dessin, vous pouvez vous rendre compte des détails, des choses que je dessine. J'espère que vous allez pouvoir un peu saisir le quotidien de mon travail en tant qu'architecte. Donc, je ferai passer ces carnets dans la salle pour que vous puissiez les consulter. Je ne travaille que très rarement sur des grandes infrastructures publiques. Mon travail se concentre sur des petits projets résidentiels. Et je ne suis pas non plus un grand architecte, donc c'est un honneur pour moi d'être invité aujourd'hui ce soir. Donc le thème de mon intervention, c'est la liberté de l'architecte. Cela m'arrive d'intervenir dans différentes conférences. Et je n'aime pas trop, dans le cadre de ces conférences, présenter mes œuvres passées. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai pu participer à des conférences d'architectes et je ne trouvais pas très intéressant de voir des œuvres passées de ces architectes. Je pense que c'est plus intéressant de connaître un peu la philosophie en fait, du travail de cet architecte. Donc je n'aime pas tellement parler de mon passé. Et d'ailleurs, je n'interviens jamais selon un scénario préétabli et c'est en vous regardant que je décide sur place des sujets que je vais aborder. Donc vraiment, on peut dire que je dispose de cette liberté aujourd'hui dans cette salle pour aborder les sujets que je souhaite. Voilà, il y a un petit peu un éclairage qui m'empêche de voir vos visages. J'ai entendu dire que dans le public, il y avait des étudiants, mais qu'il y avait aussi des professionnels, mais pas seulement. Donc, je vais essayer de vous parler de façon compréhensible. Et pour les professionnels, peut-être qu'il y aura des points qui convergeront avec le contenu de ma présentation. Peut-être que cela pourrait inspirer des étudiants. Tout ça pour dire que je n'ai pas de texte écrit, je n'ai pas de scénario préétabli. Mais comme je pense que certains d'entre vous me voient pour la première fois, je voudrais vous parler un peu de mon parcours et de quelques-unes de mes œuvres récentes, dont par exemple le guest house de Terabe, que vous voyez à l'écran. Donc, merci de regarder à l'écran des photos qui défilent tout en écoutant avec vos oreilles mes propos. Donc c'est la première fois que je viens en France, c'est la première fois que je viens donc à Paris et j'ai déambulé, voilà, je parle en marchant et c'est en marchant que j'essaie de réfléchir au sujet que je vais aborder. Donc vous allez me voir bouger sur scène, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir au sujet que je vais aborder. Donc je suis venue hier pour la première fois à Paris et je suis allée au musée du Louvre. Évidemment, j'ai vu la Joconde, j'ai vu la Vénus de Miro, mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'architecture du musée en lui-même. En ce moment, je ne suis pas très intéressée par les œuvres architecturales contemporaines. Donc au Japon, ce qui m'intéresse, ce sont les bâtiments anciens. Quand je voyage, comme maintenant, je préfère regarder les édifices qui ont été réalisés autrefois. Malheureusement, mon séjour à Paris sera très court, donc je n'aurai pas beaucoup l'occasion de visiter beaucoup
de monuments. Quoi qu'il en soit, j'étais au Louvre donc hier et j'étais vraiment impressionnée. Et en même temps, je me suis sentie vraiment dans une situation d'échec. En fait, face à la magnificence de ces édifices anciens, finalement, les œuvres des architectures d'aujourd'hui, y compris moi, c'est vraiment du déchet. Je suis désespérée de voir à quel point on n'arrive pas à la hauteur de ces édifices. En tout cas, j'espère que voilà, ce que je vais vous dire va pouvoir vous inspirer, que vous allez trouver peut-être un écho par rapport aux expériences que je vais évoquer aujourd'hui. Bref, que vous allez pouvoir retirer quelque chose de mon intervention. Donc, M. Rambert vient de me présenter. Comme il l'a dit, mon père était un artisan et quand j'étais petit, je l'accompagnais souvent sur le chantier. Donc, j'ai pu observer ce qu'était qu'un architecte sur le chantier. Et quand j'étais petit, j'avais trouvé que les architectes étaient extrêmement arrogants, que c'était vraiment un personnage pas très sympathique qui donnait des ordres. C'est ce que je pensais quand j'étais jeune. Et ces architectes demandaient par exemple à mon père de refaire certaines tâches. Et je détestais en fait ce personnage d'architecte très arrogant. Et quand je suis allée au collège, j'ai compris en fait que ces personnes arrogantes faisaient le métier d'architecte. Et je me suis juré que je n'allais jamais devenir comme eux, que je ne voulais pas devenir architecte. Mon père m'avait élevé dans le but de faire de moi un artisan, un plâtrier. Donc il m'avait dit que ce n'était pas la peine que j'aille au lycée. Et donc petit, je ne cessais d'aider mon père et je trouvais que le travail d'un artisan était vraiment une tâche physiquement pénible. Donc c'est un petit peu pour m'enfuir, pour fuir cette corvée que je suis allée au lycée. Et à nouveau, lorsque j'étais au lycée, mon père m'avait dit que ce n'était pas la peine d'aller à l'université parce que j'allais devenir finalement artisan. Donc là encore, j'ai fui ce destin pour aller à l'université. Et effectivement, mes proches, les membres de ma famille, côtoyaient en fait cet univers autour de l'architecture. Donc, j'arrivais pas à imaginer d'autres métiers que l'architecture. Donc, j'ai fait des études en architecture à l'université. Donc, je ne voulais pas devenir depuis toujours architecte. C'est un petit peu, en fait, mon parcours, mon environnement qui m'a mené à cette voie. Donc, je me suis formée, j'ai fait des études d'architecture. Au Japon, il y a un diplôme qui est architecte premier degré, c'est-à-dire que vous travaillez pendant un certain temps et puis après, vous passez, en fait, un diplôme. Et vous obtenez ce statut. Et à ce moment-là, j'étais en train de me dire que j'allais peut-être arrêter d'être architecte. Mais à l'âge de 26 ans, j'ai commencé finalement à trouver que le métier n'était pas si inintéressant que ça. Et à 27 ans, j'aimais beaucoup en fait des architectes comme Le Corbusier, Louis Kahn, Mies van der Rohe. À l'époque, il faut dire que voilà, je n'étais pas très douée en architecture. D'ailleurs, je ne le pense toujours pas. Mais je voulais, à l'époque, quand j'avais 27 ans, me tenir en fait sur le même terrain de jeu que ces maîtres que j'admirais. Alors jusque-là, je pratiquais du tennis, je faisais du windsurfing, je faisais du ski. J'étais vraiment un jeune tout à fait normal. Mais finalement, à cette époque, j'ai arrêté de sortir avec mes amis et j'ai commencé à vraiment me consacrer à 100% à l'architecture. Et depuis, je dois dire que ma vie est totalement consacrée à l'architecture.
C'est ainsi que je suis ici devant vous. Mais tout ça pour vous dire que finalement, je me suis retrouvée architecte. J'aurais pu, bien sûr, travailler dans un bureau d'architecte. C'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. Ensuite, j'ai pris la décision d'avoir mon propre bureau d'architecte et de devenir indépendant. Et pendant environ 10 ans, depuis, j'avais tellement peu de travail que je ne payais pas d'impôts. Je n'avais pas suffisamment de revenus. Et de ce fait, je n'avais pas d'obligation de payer d'impôts. Donc j'ai vécu ces 10 années-là, assez particulières. Peut-être que j'y reviendrai si le temps me le permet. Mais je pense que vous êtes nombreux à ne pas me connaître, donc je vais peut-être commencer par vous présenter quelques-uns de mes travaux les plus récents et ensuite peut-être que je vous parlerai un peu plus de ce que je pense. Donc vous pouvez voir ce passage comme une présentation que je vais faire de ma personne. Alors ici vous voyez des photos. Là, vous avez une photo de la maison de Terabe. Je suis en fait en charge de la construction de mes propres architectures, car je travaille également en tant que constructeur. Donc tout ce que vous voyez ici, alors il y aura un directeur de travaux qui va faire partie de mon équipe. Donc en fait, je ne vais pas sous-traiter la partie construction. C'est mon agence, mon bureau, qui va prendre contact directement avec des artisans, avec des directeurs, etc. Alors apparemment en France, ça ne se fait pas, mais au Japon, il existe cette culture où l'architecte va aussi prendre en charge la construction. Alors peut-être que ceux qui ont déjà été au Japon le savent, mais lorsque vous regardez les anciens bâtiments de Kyoto ou de Nara, les temples, en fait, il y avait toujours on va dire, le boss, le leader des artisans, qui était le maître charpentier. Et à l'époque, il était l'architecte, mais également le directeur, le dirigeant des artisans. Et donc, ce maître charpentier était en charge de tout cela. Il n'y avait bien sûr pas de réglementation qui régulait le métier comme aujourd'hui. Donc, en tout cas, cette personne était également en charge de gérer les budgets, etc. Donc, lorsque vous voyez les bâtiments anciens de Nara ou de Kyoto, eh bien, il faut savoir que c'est celui qu'on appelle le torio, le maître charpentier, qui allait s'occuper de la construction de A à Z, de la conception jusqu'à la finition. Donc, il était bien sûr constructeur en même temps qu'architecte et maître charpentier. C'est pour cela qu'au Japon, nous avons encore un statut, un système qui permet à une entreprise de prendre en charge la partie conception et également construction. Mais bien sûr, lorsqu'on regarde les architectes qui ont fait des études classiques d'architecte, il est très rare, même au Japon, qu'un architecte diplômé devienne ensuite constructeur. En général, c'est plutôt des entreprises de construction qui vont aussi prendre en charge la conception. Il y a très peu de cas de figure comme moi, c'est-à-dire d'architectes qui deviennent également constructeurs par la suite. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de travailler à la fois en tant qu'architecte, mais également en tant que constructeur? Je pense que dans la salle se trouvent quelques architectes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un architecte va commencer par dessiner un plan et ensuite une entreprise de construction va proposer un devis et ensuite, après quelques échanges avec le client, va lancer le chantier. Donc il y a un contrat entre le client et le constructeur qui se crée. Mais dès lors que ce contrat est signé, l'initiative de l'architecture va se trouver aux mains du constructeur. L'architecte n'aura plus que ce rôle de gestion de ses travaux
il va éventuellement superviser les travaux, mais son rôle va se limiter à cela. Il va vérifier le respect des réglementations, le déroulé du travail, mais l'architecte ne sera pas en position de créer, par exemple, de nouer des liens de confiance avec les artisans, les ouvriers. Je pense que c'est dû au système actuel de la société japonaise dans lequel l'architecte est finalement cantonné à ce rôle-là. Autrement dit, je pourrais dire que l'architecte est là pour surveiller le travail du constructeur, pour vérifier que tout se fait correctement. Mais comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai grandi en regardant des ouvriers. Et les artisans, les ouvriers, travaillent vraiment en étant très motivés et avec l'intention de bien faire les choses. Et j'étais très gênée par cette idée qu'en tant qu'architecte, je devais surveiller, superviser ces personnes-là. Et quelque chose me gênait dans ce rôle qu'on m'attribuait. Il faut qu'il y ait une relation de confiance avec les artisans pour que la construction se fasse, mais cette relation était totalement inexistante. Je ne partageais rien avec les artisans qui étaient sur le chantier. Et je me retrouvais à devoir surveiller ces personnes. Lorsque je travaillais dans ce premier bureau d'architecte, j'acceptais la situation et je travaillais dans ce contexte. Mais il y a 34 ans, j'avais donc 30 ans et je suis devenu indépendant. Et depuis, j'ai essayé de réaliser ce souhait qui était de ne pas passer par une société de construction. Mais bien sûr, sans l'expérience, même au Japon, il est très difficile de devenir constructeur soi-même. Il m'a fallu une dizaine d'années pour pouvoir atteindre ce statut. En fait, en tant qu'entreprise, on peut signer des contrats avec un client, mais ce qui se fait dans ma façon de faire, c'est que le client allait signer un contrat directement avec les artisans. Et c'est moi qui gérais la mise en lien, on va dire, avec ces artisans et ce client. Donc pendant 10 ans, c'est ce que j'ai fait. Mais comme je vous le disais, je n'avais presque pas de travail pendant 10 ans. Et il m'était très rare de travailler pour des nouveaux projets. En fait, je n'ai construit que 3 logements, 3 bâtiments en 10 ans. Mais pourtant, j'ai quand même beaucoup appris durant cette période. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû ressentir dans vos expériences propres. Mais lorsque vous allez sur un chantier, en général, les artisans vont vous dire « ça, c'est pas possible ». Ou alors, ils vont dire « ça, on ne peut pas le faire ». À chaque fois, c'est toujours le même discours. « Ça, on ne peut pas le faire. Ça, ça ne sera pas possible. Ça, c'est impossible ». Et j'ai toujours entendu ce type de commentaires de la part des artisans qui étaient sur le chantier. Pendant de très nombreuses années, j'ai entendu ces commentaires et je pourrais dire que je me sentais coincée dans cette situation. Quelque part, je me disais qu'il fallait qu'on trouve une solution à cela. Mais pendant de nombreuses années, j'étais dans cette situation d'entendre ces ouvriers qui disaient que ce n'était pas possible de réaliser ce qu'on leur demandait. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me pose la question de pourquoi cette situation existait. Pourquoi est-ce que les ouvriers me disaient qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose? Et en réfléchissant bien, j'ai trouvé 5 raisons qui poussaient les artisans à dire qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Alors, la première raison, c'est le budget. Le budget manque. La deuxième, c'est le temps. Le temps manque. La troisième raison, c'est la technique ou la compétence. Je parle des compétences de l'artisan. Ensuite, il y a un manque de motivation de l'artisan, qui estime par exemple qu'il n'a jamais fait, que c'est trop compliqué, que ça ne vaut pas le coup. Et puis, enfin, il y avait un problème qui venait de ma part, qui était que je demandais des choses impossibles à faire, parce que mes plans n'étaient pas bons. Donc voilà, c'était les 5 raisons principales pour lesquelles les ouvriers me disaient « non, ça n'est pas possible ».
Et cela m'a pris plusieurs années pour prendre conscience de ce fait. Et jusque-là, je dois dire que, auparavant, je considérais que quand l'ouvrier me disait qu'il ne pouvait pas faire quelque chose, eh bien, je partais du principe que c'était de la faute de l'artisan. C'est parce qu'il n'était pas motivé, parce qu'il n'en avait pas envie, ou il n'en avait pas les moyens, les compétences. Mais à y réfléchir, le fait que l'artisan dise qu'il n'est pas capable, eh bien, c'était tout simplement dû par ma faute. Tout cela venait de moi. Et j'étais la raison pour laquelle les ouvriers me disaient qu'ils n'y arrivaient pas. La question du budget, par exemple, j'étais responsable. C'est moi qui aurais dû, avec le client, trouver un plan, une échelle du bâtiment, par exemple, qui soit approprié au budget du client. Auquel cas, jamais on m'aurait dit que le budget n'était pas suffisant. La question du temps, idem. J'aurais dû vérifier auprès du client le temps demandé par le client et bien insister sur le temps qui nous sera nécessaire. Pour la motivation, ma faute était d'avoir choisi un ouvrier qui n'avait pas de motivation, qui ne voulait pas travailler. Et puis, pour la partie impossible à réaliser, bien sûr, il est évident que la responsabilité m'incombait. C'est moi qui avais prévu un plan qui n'était pas réalisable. Pour la partie compétence de l'artisan, je pourrais dire que là encore, c'est moi qui ai eu le tort de sélectionner, choisir un artisan qui n'avait pas les compétences nécessaires. Donc, j'avais fait le constat que à chaque fois, c'était de ma responsabilité que les artisans me disaient qu'ils n'étaient pas capables de réaliser quelque chose. Et depuis cette prise de conscience, la situation a totalement changé. La façon dont se font les choses sur le chantier, ma façon de réfléchir, la façon de sélectionner les ouvriers, les artisans. J'ai commencé à vraiment beaucoup sélectionner les artisans en essayant de demander qui était bon, qui était efficace, qui était compétent. Et depuis, je suis capable de faire réaliser beaucoup plus de choses. Et j'ai commencé à trouver le travail beaucoup plus intéressant. Bien sûr, cette étape m'aura demandé 10 ans, mais c'est quand même quelque chose qui m'a permis de beaucoup évoluer. Et c'est parce que je ne passe pas par un constructeur que j'ai pu également changer de façon de faire et d'être en lien direct avec les artisans. J'ai bien compris qu'en France, la situation était différente et qu'il était peut-être difficile pour un architecte de travailler en direct avec des artisans. Mais un architecte, lorsqu'il entreprend un projet, il faut qu'il se demande avec qui il va travailler. Alors bien sûr, il y a le client, et ça j'en parlerai tout à l'heure, mais il faut aussi qu'il se demande avec quel constructeur il va réaliser ce projet. Et finalement, l'architecte a une responsabilité assez importante à ce niveau dans le choix du constructeur. Alors, comment vous dire? Finalement, le choix de ce constructeur, de ces ouvriers, c'est vraiment une part importante du travail de l'architecte. C'est finalement une question de relation entre personnes. Il y a une accumulation de questions relationnelles qui se fait dans le travail de l'architecture. Donc, il faut vraiment être conscient de l'importance de cet aspect-là dans notre travail. En tout cas, pour ma part, cela fait 30 ans que je travaille de cette façon-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, voilà, il m'a bien fallu 15 ans, 20 ans pour monter une équipe avec qui je travaille très bien aujourd'hui. Je pense que ces 15 dernières années, j'ai toujours travaillé avec les mêmes personnes, avec les mêmes artisans. Et quels que soient les plans, quels que soient les dessins, quels que soient les détails que je demande, bien sûr, il est normal qu'un ouvrier me dise, malgré tout, qu'il n'est pas possible de réaliser telle ou telle chose. Mais là, je sais que je vais pouvoir discuter directement sur le chantier avec les ouvriers pour trouver une solution. Donc c'est un travail de quotidien. Il est vrai que je donne beaucoup d'importance aux détails, comme vous pouvez le voir sur mes sketchs. Je sais par exemple que certains artisans sont capables de réaliser tel ou tel détail. Et ce sont des idées que j'ai en tête lorsque je dessine les plans. Je ne veux jamais faire d'ailleurs 2 fois la même chose. Ce n'est pas intéressant comme travail pour moi. Et les artisans aussi ont tendance à s'ennuyer quand ils doivent effectuer un travail répétitif. Donc, je souhaite, à travers mes différents projets, tester de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Et donc, je vais être menée à inventer des détails à chaque fois très différents. Là, par exemple, vous pouvez voir sur cette photo un chantier.
Et c'est un travail, notamment pour les détails, qui était totalement nouveau, avec un défi totalement nouveau que nous nous étions lancés. Et je dois vous dire que voilà, les ouvriers, les artisans vont ensuite me dire sur le chantier, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Et donc nous allons multiplier les briefings, les réunions, pour essayer d'ajuster. Et donc il y aura toujours des évolutions, des ajustements qui seront faits sur le terrain. Au quotidien, comme vous pouvez le voir sur mes carnets de dessin, il m'arrive quand même souvent d'être sur le chantier. En général, 30% de mon temps, je le consacre à la visite de chantier et 70%, je suis dans mes bureaux. Et pourquoi je continue à dessiner inlassablement les détails? En général, je dessine 10 fois les mêmes détails. Entre le moment où on commence à faire ces détails et que l'artisan me dit c'est fini, je ne cesse de redessiner plusieurs dizaines de fois. Et pourquoi? Effectivement, lorsque je vais sur le chantier, je pense différemment en fonction de mon ressenti sur place, de la réaction des uns et des autres. Je fais des simulations mentales. Et sur le chantier, il y a des artisans qui me parlent. Il se produit différentes choses. Et on n'a pas toujours la réponse en fait, à ces questions qui surgissent sur le chantier. Et c'est un stress pour les artisans. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Ce qui est important dans mes relations avec les artisans, c'est de leur donner tout de suite une réponse et de ne pas leur faire refaire la même chose. C'est deux choses auxquelles je suis très attachée dans mes relations avec l'artisan. Et pareil, par rapport aux clients, je leur explique qu'il faut payer tout de suite ces artisans. Ces artisans sont souvent des travailleurs journaliers qui envoient leurs factures, par exemple, à la fin du mois. Je m'efforce de les payer tout de suite. Je n'attends pas le mois suivant. Et c'est ce qui contribue à cette relation de confiance entre moi et ces artisans. Donc, pour revenir à la question des détails, ces détails, je ne cesse d'y réfléchir, de refaire, de retenter des choses, de façon à ce que je puisse réagir tout de suite lorsque un artisan me dit sur le chantier, voilà comment je vais faire. Donc, une même portion en fait, d'un ouvrage architectural, je ne cesse de faire des dessins inlassablement. Je dessine toujours les mêmes parties plusieurs fois, justement pour pouvoir réagir tout de suite et ne pas faire attendre les artisans. Voilà comment je travaille. Et grâce à cette approche, le champ du possible s'élargit sur le chantier. Je commence à comprendre ce que peut faire un artisan, comment les artisans réagissent à mes demandes. Cela stimule mon imagination. Donc, dans cette phase de réalisation, j'ai plusieurs options. J'ai toujours différentes possibilités. Et le fait d'avoir beaucoup de possibilités, ça veut dire que notre champ d'action et notre potentiel s'élargit également. Donc en fait, c'est en apprenant auprès des artisans que je peux tester ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Je me lance des défis. Et le fait de se lancer des défis, d'essayer de les surmonter, cela permet d'élargir l'horizon, mon champ d'activité. Et c'est comme cela que j'ai travaillé plusieurs années et vous voyez l'aboutissement à l'écran. C'est une de mes œuvres récentes.
C'est une structure que j'ai testée pour la première fois qui consiste à prévoir en fait une double couche de rondins mais positionnée verticalement. En fait, un tel procédé de construction existe. C'est un procédé traditionnel au Japon, mais c'est ce que j'ai appliqué en fait à l'architecture moderne, c'est-à-dire de disposer ces rondins dans une direction verticale. Et c'est quelque chose qui a été possible grâce justement à ces relations de confiance que j'ai réussi à tisser avec mes artisans. Et je pense que les architectes en général sont souvent préoccupés par les relations avec leurs clients. Et c'est un point important quand on parle de la question de la liberté de l'architecte. Et le problème, c'est que même si on essaye de s'adapter, même si nous, on essaye de changer, le client ne change pas. Donc c'est vraiment important de penser à cette relation avec les clients. Cela fait 34 ans que je me suis mis à mon compte en tant qu'architecte. Et je dois vous dire que pendant près de 25-30 ans, je me suis posé des questions. J'ai été tourmentée par cette question. Avec quel type de client je voulais vraiment travailler? Comment devais-je communiquer avec mes clients pour pouvoir réaliser ensemble une architecture correspondant à mes souhaits? Ce sont vraiment les 30 ans où j'ai été tourmentée par cette question. Je n'ai cessé de réfléchir à cette relation entre architectes et clients. Et que ce soit des architectes professionnels ou des étudiants qui aspirent à devenir architectes, il me semble que c'est une question qui sera tout à fait cruciale dans vos activités actuelles ou futures. Je vous avoue que pendant 25 ans, je tâtonnais, je ne savais pas exactement comment traiter avec le client pour pouvoir faire ensemble un projet intéressant. Mais a posteriori, en revenant un peu sur tout ce que j'avais réalisé jusqu'à présent, j'ai trouvé un semblant de réponse. Une partie de la réponse, c'est de distinguer de façon extrêmement claire ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. Il ne faut pas dire « je peux le faire » sans réfléchir. C'est une attitude extrêmement dangereuse, susceptible de créer des problèmes par la suite. Même si je dis que je peux faire telle ou telle chose, parfois cela peut être en décalage total avec les souhaits du client. Et j'ai adopté une tactique depuis 10 ans. C'est de limiter les informations transmises aux clients. C'est-à-dire que je ne m'engage que sur ce que je peux faire. Je n'exprime que ce sur quoi je peux tenir mes promesses. Et je me suis surtout attachée à soigner les mots. Lorsque vous regardez mes comptes des réseaux sociaux ou mon site Internet, vous verrez qu'il y a très peu de textes, très peu de mots. Pourquoi ? Tout simplement parce que les mots sont souvent source de malentendus. Et le fait de mettre des mots dans le cadre de mon travail, j'ai pu faire l'expérience que c'était source de nombreux problèmes. C'est un sujet que j'ai abordé également dans d'autres conférences à l'étranger. Mais il me semble que la culture japonaise et la culture à l'étranger peuvent être différentes. C'est pour ça que ce que je vous dis, je veux que vous puissiez en fait vous en servir comme source d'inspiration. Ce n'est pas forcément applicable directement à votre culture. Quand vous vous souciez de transmettre trop d'informations, le client arrête de décider par lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va plus assumer sa responsabilité, il va se reposer totalement sur vous.
L'important, c'est que l'architecte, le client, les employés, les artisans soient des associés, des partenaires visant le même objectif, c'est-à-dire réaliser un bon projet. Il ne faut pas que le client devienne simplement un consommateur d'une œuvre architecturale. Donc, je parle de client, mais je ne veux justement pas qu'il soit client. Je veux qu'il soit partenaire. Je veux qu'il soit mon associé dans le cadre de ce projet. Je veux que le client et moi, nous aspirions à la même chose. Et c'est pour cela que je régule ma communication. J'essaye non pas de l'inonder de mots, j'essaye de lui montrer des photos, parce que ce sont des photos. Je ne cherche pas non plus à bien présenter un projet. Je montre en fait les photos brutes du chantier. Je me limite aux faits. Et c'est basé sur les faits que je souhaite que le client puisse prendre sa décision. Autre point important, je m'engage sur deux choses auprès du client. Le client et la fonctionnalité. Le budget et la fonctionnalité. Pourquoi? Tout simplement parce que, à part ces deux points sur lesquels je peux m'engager, je ne sais pas ce que sera le projet in fine. Par exemple, ici, vous voyez que j'utilise des matériaux naturels. Et donc, cela dépend de ce que j'aurai sur le moment. Donc, j'évite de promettre aux clients que je vais pouvoir faire un projet qui est dans cet esprit ou qui sera basé sur tel ou tel concept. Alors que tout ce qui relève du budget ou des fonctions conférées à l'ouvrage, ça, ce sont des faits sur lesquels je peux m'engager de façon certaine. Donc, tout le reste, je ne fais aucune promesse au client. Et à travers cette approche, bien entendu, voilà, je ne travaille pas sur beaucoup de projets, je n'ai pas beaucoup de clients, c'est-à-dire que la cible de clientèle capable d'accepter cette façon de faire est limitée. Mais ce que je constate, c'est que les clients qui viennent m'interroger pour me proposer un projet, je me rends compte qu'il y a souvent une grande convergence de vues entre ce client et moi. Voilà, donc je ne parle pas de design, je ne parle pas de conception, je parle uniquement de budget et des fonctionnalités de la maison. Effectivement, j'ai un entretien assez long avec le client pour essayer de savoir ce qu'il souhaite, mais l'essentiel de l'entretien est consacré au budget et aux fonctions souhaitées par le client. Et en général, je propose, peut-être au bout de 6 mois ou 1 an, je propose un seul projet. Et je me base sur ce projet, je le modifie quasiment pas. Et au moment où je lui propose cet unique projet, comme j'ai pu multiplier les entretiens, c'est un projet relativement abouti, avec beaucoup de détails. J'essaye de faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir une idée, une vision du résultat. En fait, je ne veux pas parler d'une vision conceptuelle. Je ne parle jamais de ça avec mes clients. Par exemple, utiliser des matériaux naturels, travailler avec les artisans, ou le fait que je cherche à favoriser la sérendipité sur le chantier, des heureux hasards, le fait que je n'aime pas me répéter et que je cherche toujours à réaliser des choses nouvelles. Voilà, ça, je n'en parle pas. Ma seule promesse vis-à-vis du client, ce sont les fonctionnalités de l'ouvrage. Donc évidemment, si
on est obligé de modifier certaines fonctions de la maison. Je consulte bien entendu le client. Je valide ces changements auprès du client. Mais si les fonctionnalités sont assurées, j'ai tendance à faire mes propres modifications. Je procède aux ajustements de façon libre. Et effectivement, si du fait de ces changements, le budget augmente, c'est moi qui prends la responsabilité de ce budget supplémentaire. Là, il s'agit d'un projet dont la construction a été achevée le mois dernier, donc c'est mon ouvrage le plus récent. Vous avez dû voir tout à l'heure des opérations de maçonnerie. En fait, je voulais m'occuper directement en fait, des finitions. Voilà, j'ai dû prendre en charge en fait des frais supplémentaires de l'ordre de 1 million de yens, c'est-à-dire quelques dizaines de 8 000 €. Voilà, donc j'ai pris en charge ce supplément et j'ai testé en fait un type de revêtement et j'en ai pris la responsabilité. Donc cela m'arrive souvent en fait de modifier sur le chantier certaines choses, mais qui ne touchent pas à la fonctionnalité. Donc c'est important de savoir quel type de projet on veut réaliser avec le client. Alors bien sûr, tout cela se fait en commençant par se connaître soi-même. Quel type de projet vous voulez réaliser? Quel type de vie vous voulez mener? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Et cette réponse vous permettra d'échanger avec le client qui sera en face de vous. Si vous avez un mauvais feeling avec le client, quelques problèmes avec un client, je pense que ça vous est arrivé, c'est parce qu'en fait, vous ne vous connaissez pas assez. Vous ne vous êtes pas assez compris et vous n'avez pas assez compris ce que vous vouliez réaliser. Et peut-être que vous vous êtes menti sur certains aspects. Et c'est ça qui mène en fait à des difficultés dans les échanges avec les clients ou dans le choix des clients. J'ai dû construire à peu près 50 logements dans ma carrière. Et bien sûr, il m'est arrivé d'avoir des relations un peu compliquées avec certains clients. Mais très clairement, je n'ai jamais connu de relations suffisamment difficiles pour qu'on cesse de travailler avec un client. En général, ça se passe vraiment très bien et j'ai de bonnes relations avec mes clients. Je pense, avec le recul, que cela est dû au fait que l'architecte a commencé par se connaître. Finalement, il faut savoir comment être le plus honnête avec soi-même par rapport à son travail et continuer à se poser cette question au quotidien. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut trouver une réponse à ces questions. Cela fait donc 34 ans que je travaille de manière indépendante et aujourd'hui, en tout cas, c'est dans cette réflexion que je me trouve et que je travaille au quotidien. Alors, à partir de là, je vais peut-être vous parler de ma façon de construire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai en tête lorsque je suis dans cette phase de construction, de design, de conception, pardon, de l'architecture. Souvent, on me demande quelles sont les idées qui me motivent à dessiner mes plans. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Alors, je vais peut-être commencer par la question de l'originalité de l'architecture. Alors, est-ce que mes projets sont originaux? Ils ont peut-être un aspect un peu original et pourtant avec un côté déjà vu. Et il arrive qu'on me questionne souvent sur cet aspect. Et donc, je vais essayer de m'exprimer à ce niveau-là. En fait, la question de l'originalité, je pense que c'est une question qu'on se pose assez souvent, en particulier lorsqu'on est jeune et lorsqu'on est étudiant. J'étais comme ça lorsque j'étais dans la vingtaine et étudiant.
je me demandais ce qu'était l'originalité. Mais j'avais beau réfléchir, Louis Kahn, Le Corbusier, Frank Wright, Tadao Ando, tous ces architectes, je ne pouvais pas atteindre leur niveau. Et je le pense aujourd'hui encore, je suis incapable de m'aligner à ces génies de l'architecture. En fait, je ne les comprenais pas. Je n'avais aucune sensation réelle que je pourrais atteindre leur niveau. Et pourtant, il y a certainement quelque chose que je suis le seul à pouvoir accomplir. Et comme je vous disais, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue en particulier à l'âge de 27 ans. Et j'avais besoin de croire en cela pour pouvoir vivre en tant qu'architecte. Et c'est à 27 ans que je m'étais dit que je voulais vraiment poursuivre cette voie d'architecte. Et je me suis dit qu'à force de faire des choses, bon, j'allais réaliser que je n'avais pas le talent d'accomplir tout cela. Et donc, c'était une époque où j'essayais de continuer à faire ce qu'on me demandait de faire. Mais je me posais beaucoup de questions. Et j'avais quand même cette envie intérieure de vouloir exprimer mon originalité. Mais alors, à y réfléchir, l'originalité, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment partager avec les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être compris? Parce que dès lors que ça peut être partagé ou compris, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une originalité? Si ça peut être compris par tous, peut-être qu'en fait, il ne s'agit pas là d'une réelle originalité. L'originalité, c'est quelque chose qui nous appartient qu'à nous. Alors, est-ce que vraiment on pourrait le partager ou le faire comprendre par autrui? Voilà ce que j'ai commencé à me dire. Je pense que mon originalité, au sens propre du terme, il me semble, je pense, n'est que mon corps physique. La seule chose qui m'est originale, c'est ma personne physique. Bon, on peut évidemment subir des greffes. Il y a des réactions de refus, par exemple, du fait du système immunitaire. Donc, il faut lutter contre ces réactions pour que ces greffes prennent. J'ai l'impression que finalement, l'originalité de l'homme ne réside que dans son corps, dans son enveloppe physique. Lorsqu'on peut ressentir de l'empathie vis-à-vis de quelque chose, on peut partager une sensation vis-à-vis de quelque chose, pour moi, alors là, il ne s'agit plus d'une originalité. En fait, lorsqu'on essaye de rechercher de l'empathie ou de la compréhension vis-à-vis d'une originalité, ce n'est plus de l'originalité, c'est plus une volonté de reconnaissance, une affirmation de soi. Et il ne s'agit plus d'originalité pour moi. Et dès lors, j'avais l'impression que ce travail que j'effectuais en tant qu'architecte n'allait pas me permettre d'aboutir à quelque chose d'esthétique. Quand j'étais petit, j'avais vu les artisans travailler et je les regardais de très près. Parfois, j'aidais mon père. Les artisans, lorsqu'ils travaillent, comment dire, ils ne travaillent pas pour leur reconnaissance ou pour s'affirmer. Les artisans, ils sont tout simplement concentrés dans leurs tâches. Et c'est ce que je trouvais de vraiment très attirant dans les gestes de ces artisans. En fait, il y a une sorte d'abnégation dans ce travail. Les artisans n'essayent pas du tout de s'exprimer dans ce qu'ils font. Ils sont tout simplement concentrés à faire bien leur travail. Et j'y percevais quelque chose comme une beauté de la vie dans ces gestes. Alors, j'ai du mal à mettre des mots sur cette idée. Avec le recul, c'est ce que je pense que je ressentais lorsque j'étais enfant. En devenant par la suite architecte moi-même, j'ai commencé à être très gênée à l'idée de dire « voici l'œuvre que j'ai réalisée », alors qu'en fait, derrière, c'était les artisans qui avaient accompli le travail. Alors, obtenir, par exemple, des prix par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'a même été très difficile à concevoir.
Je ne voulais pas travailler avec cette idée de reconnaissance ou d'affirmation de soi. Je voulais plutôt m'aligner avec les artisans, avec les clients et travailler ensemble vers une même direction dans un bon environnement. C'est ce qui me rend heureux. Et aujourd'hui, en fait, je réalise que c'est ce que j'ai toujours recherché, même si je n'en étais pas conscient avant. Et au final, si le client arrive à être satisfait, heureux du rendu, que demander de plus? Donc aujourd'hui, j'ai atteint un stade, je dirais, où je ne m'intéresse pas du tout aux évaluations que peuvent porter les autres. Aujourd'hui, si j'arrive à travailler de manière au quotidien, de manière satisfaisante, en étant vraiment concentré sur ce que je fais et aligné avec les artisans, c'est tout ce que je recherche dans ce travail. Donc c'est aussi pour ça que je ne répondrai jamais aux appels d'offres, où je ne participerai à des concours, où je ne chercherai de prix. Je ne m'intéresse pas du tout à ce que les gens peuvent penser de mon travail. Je ne travaille pas pour ces personnes. Donc, à quoi bon aller chercher leur reconnaissance? Le fait de s'exprimer à travers l'architecture, c'est quelque chose qui, pour moi, est presque honteuse. En tout cas, je n'oserais pas, je ne me permettrais pas de réfléchir ainsi. J'ai tellement beaucoup suivi le travail des artisans au quotidien depuis mon enfance. Je pense que finalement, mon identité s'est construite là-dessus. Et il y a quelque chose qui me pousse à penser qu'il serait prétentieux, pour moi en tout cas, de m'exprimer à travers l'architecture. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Le travail du quotidien, voici ce qui m'intéresse. Dans mon cas, ça serait de penser aux détails, de me rendre sur les chantiers pour réfléchir avec les artisans à ce qui pourrait être fait ou ce qui pourrait être amélioré. Voici le travail du quotidien qui m'intéresse et qui, pour moi, c'est là où réside la beauté du quotidien. Les projets que je réalise ne m'appartiennent pas. Le plus important dans le projet, c'est que le client prenne plaisir à suivre le projet et à être heureux en voyant le résultat. Voici donc la seule évaluation, la seule reconnaissance que je recherche. Tout le reste, pour moi, n'a pas d'intérêt. Et encore une fois, tout ce que je recherche, c'est de pouvoir travailler au quotidien en étant heureux de ce que je fais. Alors, on dirait peut-être que je dessine des projets esthétiques, intéressants. Mais en fait, c'est plus une question de sensibilité personnelle. Alors, il y a une partie innée qu'on exprime, bien sûr. On cherche toujours à créer plutôt quelque chose d'esthétique plutôt que laid. Et là-dessus, je pense qu'il s'agit juste de se fier à sa propre sensibilité. Tout ce qui concerne la technique et autres, finalement, ne nous donne pas tellement de réponses dans notre façon de faire. Travailler de manière honnête au quotidien, pour moi, c'est ce qui nous permet d'atteindre ce qui est demandé, ce qui est recherché. Le travail d'un architecte, finalement, c'est donc de dessiner un plan, de coordonner le chantier par rapport à ce plan. Donc, au final, l'architecte va d'abord créer un plan et ensuite se fier au plan pour que le chantier se réalise comme prévu sur le plan. Donc, dès lors que ce plan existe, quelque part, la même chose pourrait être réalisée n'importe où. En tant qu'architecte, on effectue un travail qui est très fondé sur la conscience, sur la réflexion. Et en fait, il s'agit là donc d'assembler différentes informations et ces informations-là, imaginées, réfléchies consciemment, peuvent être déplacées et répliquées. Mais en réalité, lorsqu'on y réfléchit de manière approfondie, les informations qui sont contenues dans le plan sont donc des informations que nous créons, mais il n'y a aucun aspect artistique dans ce travail-là, de concevoir ce plan et de le réaliser comme convenu. L'art, c'est la découverte, alors l'imagination
C'est la découverte au fil du temps, de juste prévoir un plan et de le réaliser ensuite comme prévu. C'est un travail qui est d'architecture, mais qui est au plus loin de ce qu'on considère comme artistique. L'architecte, à mon avis, doit se trouver à l'opposé de cela. L'artisan, par exemple le plâtrier, va travailler avec un mouvement qui est vraiment complètement fondé sur sa sensibilité. Chaque artisan aura une sensation différente dans ce travail qui sera répété des milliers de fois. C'est quelque chose qui devient presque instinctif pour l'artisan et qui sera très différent selon chaque artisan. Et là, pour moi, c'est quelque chose de très artistique. Par exemple, ce sont des gestes qui s'accumulent sur des instants qui sont vraiment uniques, qui ne seront plus jamais répliqués. Alors que finalement, il y a un aspect du travail de l'architecte qui est reproductible. Alors évidemment, il y a des promesses qui nous lient, qui ont été liées avec le client, et donc lorsqu'on prévoit un plan, on se doit de respecter ce plan. Je peux le comprendre, mais si on recherche un aspect artistique à ce travail, à ce métier d'architecte, alors je pense qu'il faut valoriser cette partie fondée sur la sensation, sur le ressenti, sur tout ce qui n'était pas prévu au départ. Le fait de dire « voici le plan et voici le rendu » si on respecte tout ce qui a été prévu. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Il y a des choses qui seront uniques à une situation précise, à un instant précis. C'est ce qu'on considérait un peu comme la sérendipité du travail de l'architecte. Et je pense que c'est le seul aspect artistique qui nous a été laissé en tant qu'architecte. Et finalement, le travail des architectes actuels, j'espère qu'il n'y aura pas de malentendus. La plupart des architectes font un travail où ils sont esclaves du capitalisme, ils sont esclaves de leur avidité. Et c'est pour cela que je veux m'éloigner de cette approche. Donc, j'évite autant que faire se peut de participer à des projets émanant du capitalisme. J'évite également des projets publics. Autrefois, les projets publics étaient intéressants au Japon, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'environnement a bien changé. Donc, j'essaie de me tenir le plus possible éloigné de ce monde capitaliste, ce monde des infrastructures publiques. Et c'est pour cela que mon œuvre est essentiellement concentrée sur les projets résidentiels. Donc, à condition que je ne sois pas esclave du capitalisme, je suis prêt à accepter n'importe quel projet. Mais c'est facile à dire, c'est difficile de sortir de ce cadre au XXIe siècle. Lorsque un architecte a envie de s'atteler à un projet d'envergure, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre au capitalisme. Et moi, je me sens étriquée dans ce cadre, donc j'essaye de garder mes distances avec ce type de projet. Et c'est pour cela que je participe à des projets de petite taille. C'est plus comme avant où il y avait par exemple des souverains, des rois qui étaient des mécènes de grands projets. On voit en France des édifices historiques qui étaient très loin du capitalisme, mais qui était le résultat, en fait, d'une relation entre le mécène, c'est-à-dire le souverain, et l'architecte. Aujourd'hui, les choses ont changé et je pense que même en France, il est difficile de sortir de ce cadre. Il y a 2 jours, je suis allée visiter la Fondation Pinault, la bourse du commerce, conçue par Tadao Ando.
Tadao Ando, c'était un des architectes que j'admirais lorsque j'étais jeune. Je le considérais comme un maître. Mais je trouve que ces œuvres récentes sentent le capitalisme. Et je trouve ça dommage. Voilà les impressions que j'ai retirées après ma visite de la Bourse du Commerce. Et après, je suis allée au Louvre, donc cela a renforcé encore plus ce sentiment. Donc, mon approche de l'architecture, c'est de prendre mes distances avec le capitalisme. Bien sûr, je ne peux pas complètement l'éviter, mais je cherche à garder le plus possible mes distances. Et je cherche également à éviter d'utiliser l'architecture pour exprimer mon identité, pour remporter des prix ou alors pour devenir célèbre. En tout cas, je n'utilise pas l'architecture pour m'affirmer personnellement. Bon, évidemment, vous pouvez rétorquer que vous dites tout ça, mais vous êtes bien sur scène actuellement en train de parler de vous. Au Japon, en fait, je dois m'occuper de 2 projets par an, donc je ne suis pas très connue. Je ne suis pas du tout connue. Mais étrangement, des personnalités à l'étranger s'intéressent à mes travaux et c'est pour cela que je suis invitée comme ce soir à différentes conférences et j'en suis très heureux. Un homme est forcément de l'avidité, du désir. Moi aussi, on a envie d'être reconnu. On a envie de s'affirmer, et c'est naturel, puisque nous sommes après tout des êtres humains. J'ai 2 filles qui sont mariées, qui travaillent, donc qui ont quitté la maison. Et pour moi, en fait, l'architecture, c'est comme ma propre fille. C'est comme si je confiais en fait mon architecture comme si je faisais adopter ma fille en fait par le client. Donc évidemment, il n'est pas question d'utiliser mon architecture ou ma fille donc pour devenir plus célèbre ou pour m'affirmer. Ma fille, je veux qu'elle soit heureuse avec sa nouvelle famille adoptive, c'est-à-dire le client, et qu'elle puisse mener une vie épanouie. Moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir travailler en éprouvant toujours du plaisir. Je ne recherche pas plus de choses. Évidemment, je suis très heureuse si on apprécie mes réalisations, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai anticipé ou que j'avais programmé. Et je suis très heureux également d'être invité comme ce soir pour prendre la parole, parce que cela veut dire qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mon œuvre. Et là, vous voyez l'exemple d'un décalage entre ce que j'ai pu dessiner dans mon carnet et ce qui a pu être vraiment réalisé sur le chantier. Parfois, il y a des choses que les artisans ne peuvent pas faire, mais là, vous voyez un exemple d'un détail qui a pu être effectivement réalisé par les architectes parce qu'ils ont relevé différents défis par les artisans. Et effectivement, parfois, sur place, les artisans peuvent dire qu'il faut mettre un peu plus de clous ou de vis par rapport à ce que j'avais pu imaginer dans mes carnets. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je voudrais vous faire part de quelques-unes de mes idées qui me sont chères. Je dis souvent que l'architecture, c'est un poème qu'on écrit avec des matériaux.
Je pense que vous maîtrisez plusieurs langues, mais il faut savoir que pour écrire une poésie ou un roman, on ne peut le faire qu'avec sa langue maternelle. Il est extrêmement difficile d'écrire un poème ou d'écrire un roman avec une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et pour revenir sur l'architecture, il faut savoir que l'architecture, c'est dimensionner les matériaux, donner une dimension aux matériaux. Pourquoi on ne peut pas rédiger un poème lorsque ce n'est pas dans sa langue maternelle? C'est tout simplement parce que il faut que ce soit une langue maternelle pour pouvoir appréhender, saisir toute la texture de ce langage. Et on peut dire la même chose en architecture. Le dimensionnement de la pierre, le dimensionnement du bois, le dimensionnement d'un autre matériau, ce n'est pas du tout la même chose parce que ces matériaux n'ont pas la même texture. Et cette texture, nous devons la découvrir par nous-mêmes. Et c'est ça l'architecture. De la même façon que nous écrivons des poèmes avec notre langue maternelle, un architecte dimensionne les matériaux, rapproche ces matériaux avec ses propres sensations. Il imagine, par exemple, pour une pierre, si on donnait en fait cette dimension à une pierre, voilà l'effet que ça donnerait. C'est ce qu'on appelle le qualia, c'est-à-dire les aspects qualitatifs, sensoriels de nos expériences. Donc l'architecture, c'est comprendre la texture des matériaux pour ensuite l'accorder avec nos ressentis. Et en fait, c'est l'invisible qui va transparaître de l'architecture. Et la poésie, c'est pareil. En fait, c'est quelque chose d'invisible qui va transparaître de la poésie, une certaine atmosphère, une certaine expression de ses propres sensations. Et c'est exactement la même chose en architecture, où on exprime en fait ces sensations en donnant une dimension aux matériaux. Et de la même façon voilà, on met du temps à acquérir une langue, il faut aussi longtemps pour maîtriser le langage des matériaux. Moi, je ne suis qu'un être modeste, donc j'ai mis 30 ans en fait à acquérir ce langage. Et c'est pour cela que lorsque je dis que l'architecture, c'est comme écrire une poésie, c'est une façon de vous dire que, pour moi, la texture des matériaux, c'est un point vraiment très important dans mon architecture. Actuellement, ce n'est pas vraiment ce qu'on demande à des architectes, mais je pense que c'est important pour des architectes en devenir de se soucier de ce qui est invisible, de ce qui est sensoriel, pour maîtriser le langage architectural de façon courante comme sa langue maternelle, il faut dimensionner ces matériaux et pour pouvoir comprendre cette texture des matériaux, il faut pouvoir le rapprocher de ses sensations, il faut pouvoir sentir la texture de ces matériaux. Et j'aimerais bien que les jeunes puissent se soucier de cet élément et puissent se souvenir plus tard peut-être des quelques idées qu'ils ont pu entendre à l'occasion de ma conférence. Alors, je ne sais pas si j'ai parlé 1 heure, mais je voudrais quand même aborder un dernier point important pour conclure. Depuis quelques années, je pense à quelque chose qui me semble important en architecture. La plus grande valeur d'une architecture, c'est sa pérennité.
c'est sa longévité. C'est-à-dire qu'il faut que le bâtiment reste debout longtemps. Et c'est d'ailleurs le cas en France, où il y a la plupart des édifices qui existent depuis très longtemps. Pourquoi je pense que l'architecture contemporaine, c'est quasiment des ordures, c'est à mettre au rebut? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas cet aspect de longévité ou de pérennité. D'ailleurs, je suis allée visiter le centre Pompidou et j'ai compris qu'il y avait un projet de rénovation qui allait débuter à partir de l'année prochaine pendant une période de 5 ans. Et j'ai pu voir que c'était très poussiéreux, qu'il y avait la peinture qui s'écaillait à plusieurs endroits. Et j'ai senti une grande différence avec le musée du Louvre. Je vous parle du centre Pompidou. Quand j'étais étudiant, le centre Pompidou avait été inauguré et cela avait eu un impact mondial. Tout le monde en parlait. Et à l'époque, on disait que c'était vraiment en fait l'incarnation de l'architecture moderne. On en avait parlé dans différentes revues d'architecture et moi-même, j'ai été fascinée par ce centre Pompidou. Donc, il est important de penser à la longévité de l'architecture. Et il y a plusieurs éléments lorsqu'on parle de durabilité. Structurellement, il faut que l'ouvrage soit pérenne. Il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc, l'aspect fonctionnel est également un élément pour favoriser la pérennité. Il ne faut pas oublier non plus les aspects économiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut entretenir de façon adéquate cet ouvrage architectural. Encore un autre point sur la pérennité, il faut qu'on puisse s'attacher à ce monument. Est-ce que cet édifice va être aimé de la société et du client? S'il n'y a pas d'attachement vis-à-vis d'une architecture, je pense que ça ne marchera pas. La pérennité n'est pas possible. Par exemple, un ouvrage architectural qui nuit à l'environnement, surtout actuellement où le souci de l'environnement est très présent, c'est un problème également. Il faut que l'architecture se soucie de son environnement. Sinon, je pense que ce n'est pas une bonne architecture. Il ne faut pas oublier non plus le contexte politique urbaniste, le contexte social qui peut nuire à la pérennité d'un bâtiment. Évidemment, ce dernier aspect est hors de contrôle pour l'architecte. Mais hors de ce dernier aspect, le structurel, le fonctionnel, l'économique, l'aspect affectif, tout cela, ce sont en fait des conditions absolument nécessaires pour favoriser la longévité. Et je pense que tous les édifices qui existent depuis très longtemps, que vous connaissez, ont respecté tous les critères que je viens de citer. Et les architectes actuels ne sont plus en mesure, eux, de respecter ces critères. Donc c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de réaliser une architecture pérenne. Alors, un autre point qui me semble extrêmement important, c'est l'aspect artistique. À mon avis, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, est-ce que l'aspect artistique, c'est quelque chose qui se fait de manière consciente, en accumulant des informations et des connaissances? Non. Alors, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais oui, cet aspect artistique, pour moi, est absolument nécessaire. Ces édifices qui ont été construits il y a des siècles, comme le Louvre, eh bien, le Louvre m'a vraiment ému hier. Et je reviendrai l'année prochaine, je serai de la même manière ému. Et je pense que là,
on peut y voir l'aspect artistique. Et je dirais même que c'est ce qui est le plus important dans l'architecture. L'architecte se doit de viser cette direction. Alors, je ne veux pas apparaître hautain dans mes conseils, mais j'espère vraiment que les jeunes architectes viseront cette direction. Quand on voit toutes ces peintures qui s'écaillent complètement, d'une épaisseur de 5 mm, qui s'écaillent complètement, quand je vois ça, je suis vraiment attristée. Je suis vraiment confus et triste à la fois. Pour moi, ce n'est pas ça l'architecture. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai eu hier. Et c'est sur ces mots que je vais finir mon intervention et je serai heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.